Je vous demande de bien vouloir écouter mon histoire. Sans que je le sache, mon mari a accueilli la famille de son frère chez nous pour que sa femme puisse y accoucher. Le lendemain, je suis partie en voyage d'affaires, et je n'ai dit qu'une chose à mon mari. Cet appartement est déjà vendu. Pliez bagages immédiatement. C'est tout. En entendant cela, toute sa famille est devenue blanche comme un linge. J'ai acheté cet appartement avec l'argent que j'avais durement gagné, bien avant notre mariage. Et aujourd'hui, ma belle-mère, Claire, a débarqué ici avec toute la famille de mon beau-frère, Louis, et a nonchalamment bloqué l'entrée en déclarant « À partir de maintenant, cette maison sera l'endroit où Annette donnera naissance et élèvera son bébé. » De quel droit vous y opposez-vous? À leurs yeux, il semblait que je n'étais pas la propriétaire de la maison, mais simplement une étrangère qui détenait par hasard la clé de l'appartement de toute leur parenté. La canicule de juin à Paris faisait presque fondre l'asphalte. Je venais de descendre du taxi, et l'air chaud et étouffant qui montait de la rue me coupait le souffle. Le travail, ces derniers temps, avait été une vraie folie. Le nouveau projet rencontrait d'innombrables problèmes, et j'avais été contrainte de faire des heures supplémentaires jusqu'à 18 heures au bureau. Je n'avais qu'une seule pensée en tête: prendre une douche froide et allumer la climatisation pour me laver de toute la fatigue et de la poussière de cette longue journée. Cependant, en entrant dans le hall de notre résidence, je suis restée pétrifiée près de l'accueil. Parmi les gens qui allaient et venaient, mon regard s'est arrêté sur une silhouette familière. C'était Claire, ma belle-mère. Elle se tenait, fatiguée, serrée contre une grande valise, tout en s'éventant le visage avec un journal plié. Son visage était rouge de chaleur et d'épuisement. À côté d'elle, Louis se tenait le menton, l'air mécontent. Sa femme, Annette, avec son ventre de femme enceinte proéminent, tenait avec difficulté d'innombrables sacs de course, remplis de nourriture, de boissons et de vêtements. J'étais abasourdie et, pendant quelques secondes, je suis restée figée, comme pétrifiée. Pourquoi était-il ici? Pourquoi personne ne m'avait-il appelé pour me prévenir? Les questions tourbillonnaient dans ma tête, mais en voyant leur air épuisé dans le hall de notre immeuble de luxe, je ne pouvais pas les ignorer. Je me suis approchée lentement, en essayant de parler le plus calmement possible. « Bonjour Claire. Pourquoi êtes-vous venue si soudainement? Et pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu pour que je puisse venir vous chercher à la gare? » En me voyant, le visage de Claire s'est immédiatement illuminé. S'appuyant sur ses genoux, elle s'est levée et a crié si fort que tout le hall, même l'agent de sécurité, s'est tourné vers nous. « Ah, te voilà enfin! Où diable étais-tu? Ça fait 1 heure qu'on attend ici. » On a appelé Gabriel. Il a dit qu'il avait un rendez-vous client et nous a demandé de nous asseoir et de t'attendre. On aurait pu mourir avec cette chaleur. J'ai eu le souffle coupé. Gabriel savait que sa famille venait, mais il ne m'en avait pas dit un mot, et il les avait même laissés attendre dans le hall. J'ai rapidement sorti ma carte d'accès de mon sac et leur ai fait signe de se diriger vers l'ascenseur. « Venez, montez dans l'ascenseur. Nous allons à l'appartement et nous discuterons là-haut. Ce n'est pas un bon endroit pour rester debout devant tout le monde. » Dès qu'il est entré dans l'ascenseur, Louis, tout comme sa mère, a commencé à se plaindre à voix haute. « Votre appartement est au 15e étage. C'est de la folie. Si haut? S'il y a un incendie, comment s'échapper? Cet ascenseur est-il sûr? Je déteste ces boîtes en fer. C'est si étouffant. » Je me suis tue. Je ne voulais pas commencer une dispute dans un lieu public. Pendant ce temps, Annette, caressant son ventre, se plaignait. « Oh, Catherine, j'ai eu tellement la nausée dans le bus pour venir jusqu'ici. C'était horrible. Et en plus, j'ai dû rester debout si longtemps. Mes jambes sont enflées. Vous avez la climatisation, n'est-ce pas? S'il te plaît, allume-la tout de suite. Je ne supporte pas la chaleur. » La porte de l'ascenseur s'est ouverte, et je les ai fait entrer dans mon appartement. C'était le fruit de mes années de dur labeur. Chaque euro que j'avais mis de côté de mon salaire, complété par l'argent de mes parents, bien avant de me marier. Cet appartement était ma fierté, mon unique havre de paix. Mais aujourd'hui, l'arrivée soudaine de la famille de mon mari semblait être un mauvais présage. Dès qu'ils sont entrés, Claire, sans même attendre que je l'invite, est allée directement dans le salon et a jeté son sac sur le canapé beige que je protégeais si soigneusement. Louis et Annette, comme si de rien n'était, ont commencé à faire le tour des pièces, comme s'ils visitaient un appartement témoin. « Ton appartement est assez spacieux, Catherine, » a dit Louis en ouvrant le réfrigérateur et en buvant une bouteille d'eau fraîche. « Pourquoi le cachais-tu? Tu nous invites rarement. Et maman non plus. » J'ai étouffé un profond soupir et je suis allée à la cuisine pour apporter un verre d'eau à ma belle-mère.
Tenez, Claire, buvez un peu pour vous rafraîchir. Quelle est la raison de votre visite? Comment se fait-il que vous soyez venu si soudainement? Et pourquoi avez-vous apporté tant de bagages? Claire a bu une gorgée d'eau. Son regard perçant a balayé la pièce avant de se poser sur moi. C'est parce que nous nous soucions des enfants et des petits-enfants. Annette va bientôt accoucher. À Lille, il fait une chaleur d'enfer. L'hôpital est loin. Louis et moi en avons discuté, et nous avons décidé de l'amener ici pour qu'elle vive avec toi un moment. Ici, il y a la climatisation, un ascenseur et une bonne maternité à proximité. C'est l'endroit parfait pour qu'elle accouche et se rétablisse. Quoi de mieux? Je suis restée figée. Le verre a failli me tomber des mains. Pour qui se prenait-il? Ma maison était-elle une maternité gratuite ou un hôtel? Et pourquoi avait-il pris une décision aussi importante seul, me mettant devant le fait accompli sur le pas de ma propre porte? J'ai regardé le visage de Claire, rayonnant de confiance, et une profonde anxiété a commencé à m'envahir. Le dîner s'est déroulé dans une atmosphère extrêmement tendue, bien que la table fût garnie de plats que j'avais préparés à la hâte. Gabriel, mon mari, est rentré alors que j'étais encore en train de m'affairer dans la cuisine. Il est entré le visage radieux, saluant chaleureusement sa mère et son frère, comme si leur arrivée était une surprise attendue de longue date. À table, je parlais à peine, observant en silence. Claire, tout en servant ses fils et sa belle-fille, ne cessait de louer le confort de mon appartement. Tu vois, Gabriel, maman te l'avait dit, chez Catherine c'est comme au paradis. À Lille, la chaleur est insupportable en ce moment. Même une personne en bonne santé ne peut pas la supporter, alors imagine une femme enceinte. Louis est très inquiet pour sa femme. C'est pourquoi j'ai décidé de les laisser vivre ici. Annette accouchera ici, elle restera 2 ou 3 mois pour se rétablir. Et ce n'est qu'après qu'ils rentreront. Gabriel a gloussé et a hoché la tête en signe d'approbation. Tu as raison, maman, notre appartement est assez grand. Une chambre est de toute façon inoccupée. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Louis et Annette, restez ici, ne vous inquiétez pas. Si nous ne pouvons pas aider pour de plus grandes choses, nous devons au moins fournir un logement décent. J'ai posé ma fourchette. Le bruit du couvert heurtant l'assiette a résonné, sec et aigu. Gabriel, Claire, je pense que nous devons en parler. Cet appartement, c'est l'endroit où je me repose après le travail. J'ai besoin de mon intimité. La naissance de l'enfant d'Annette est un événement majeur qui nécessitera des soins et une attention constante. Moi, je suis au bureau toute la journée. Gabriel est également occupé. Êtes-vous sûr qu'ils seront à l'aise ici? En entendant cela, le visage de Claire s'est assombri. Elle a posé son assiette sur la table. Sa voix est devenue tranchante. C'est comme ça que tu parles? Quelle intimité. Nous sommes une famille. Mais tu es si avare. Nous ne te demandons pas de nous servir. Je suis venue pour m'occuper de ma belle-fille et de mon petit enfant. Nous te demandons seulement de prêter une chambre. Et tu refuses déjà. Ou peut être que tu méprises la famille de ton mari parce que nous sommes pauvres et que tu ne veux pas vivre avec nous? Louis est immédiatement intervenu d'un ton cynique. Catherine, tu es devenue riche. Pense au moins un peu à ta famille. Ma femme, Annette, a une grossesse difficile. Tu es sa belle-sœur. Si tu n'as pas pitié d'elle, qui en aura? Ou as-tu peur que nous consommions ton électricité et ton eau? Si c'est le cas, je paierai tes factures mensuelles. Tu ne vas pas t'appauvrir. N'aie pas peur. Annette, assise à côté de lui, a commencé à sangloter, faisant semblant d'essuyer ses larmes. Laisse tomber, Louis, arrête. Si ça déplaît à Catherine, rentrons à la maison. Je supporterai la chaleur. Ce n'est pas grave, je suis juste triste pour le bébé, qui devra souffrir dès sa naissance. Vivre ici, supporter les regards cyniques et écouter les allusions, je ne pourrais pas le supporter non plus. En voyant les larmes de sa femme, Louis est devenu encore plus furieux. Il a frappé la table du poing. Tu vois, avec tes mots, tu as blessé ma famille. Gabriel, regarde ta femme. Est-ce ainsi qu'une belle-fille doit traiter la famille de son mari? Gabriel m'a regardé d'un air réprobateur, puis s'est tourné pour rassurer Annette. Annette, ne le prends pas à cœur. Catherine est juste un peu directe. Elle ne le pensait pas sérieusement. Maman, Louis, calmez-vous. Cette maison est aussi la mienne. J'ai aussi le droit de décider. Et personne ne chassera personne d'ici. J'ai regardé Gabriel, mon mari, en qui j'avais toujours eu confiance. Maintenant, il déclarait effrontément son droit sur ma propriété devant toute sa famille. Il savait parfaitement que j'avais acheté cet appartement avec mon propre argent et que seul mon nom figurait sur l'acte de propriété bien avant notre mariage. Mais maintenant, pour sauver la face devant sa mère et son frère, il était prêt à ignorer complètement mon opinion. La colère m'est montée à la gorge, mais je l'ai ravalée.
Je savais que si je faisais un scandale maintenant, je serais la méchante aux yeux de tous. Je devais rester calme pour trouver une issue, car ce n'était pas une simple visite de courte durée, mais une prise de territoire planifiée par sa famille. Après que Claire et la famille de Louis se furent installés pour dormir sur des matelas que nous avions temporairement étendus dans le salon, j'ai appelé Gabriel dans notre chambre, et j'ai fermé la porte hermétiquement. Je ne pouvais plus me taire. « Gabriel, comment peux-tu expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi as-tu accepté qu'ils vivent ici sans en discuter avec moi ?» Gabriel a nonchalamment desserré sa cravate et l'a jetée sur le lit. Il m'a regardé, fatigué et un peu irrité. « Tu dramatises toujours tout. Maman et Louis sont déjà là. Tu veux que je les mette à la rue? C'est ma famille. Pas des étrangers. Pourquoi compliques-tu tout? Je ne mets personne à la rue. Mais c'est ma maison. Peux-tu imaginer comment notre vie va changer avec la présence de 3 personnes supplémentaires, sans parler d'un nouveau-né qui arrivera bientôt? M'as-tu demandé si je pouvais supporter ce fardeau? » Gabriel s'est brusquement retourné. Sa voix a monté d'une octave. « Ta maison, tu recommences. Nous sommes mari et femme. Ce qui est à toi est à moi. Arrête de toujours brandir cet acte de propriété qui est à ton nom. Je travaille aussi, et je ramène de l'argent à la maison. N'ai-je pas le droit d'inviter ma propre mère? Quand as-tu ramené de l'argent dans cette maison? Les factures d'électricité, d'eau, d'Internet et toutes les autres charges, c'est moi qui les paie. Ton salaire suffit à peine pour tes dépenses personnelles et parfois quelques petites courses. Ne te voile pas la face. Et ce n'est pas une visite, c'est un emménagement et un accouchement. Comprends-tu la différence? » Gabriel a ricané froidement. Sa voix semblait offensée. « Oh, alors tu me méprises parce que je suis pauvre, parce que je ne peux pas me permettre de t'acheter un appartement, et c'est pour ça que tu ne me respectes ni moi ni ma famille. Comme tu es matérialiste? Louis a déjà dit qu'il paierait l'eau et l'électricité. Que veux-tu de plus? » J'ai regardé l'homme qui se tenait en face de moi, et je l'ai senti de plus en plus étranger. Sa faiblesse et son ego blessé avaient étouffé sa raison. Ce que je ressentais ne l'intéressait pas. Il voulait seulement prouver à sa mère et à son frère qu'il était le chef de famille dans cette maison, qu'il s'était élevé en épousant une Parisienne qui possédait son propre appartement. Tu ne comprends pas l'essentiel, Gabriel? L'essentiel, c'est le respect. Tu n'as montré pas la moindre once de respect envers moi en prenant une décision d'une telle envergure tout seul. Et je le déclare fermement, je ne suis pas d'accord pour qu'Annette vive ici. Je ne transformerai pas ma maison en crèche ou en annexe de maternité. Gabriel a souri amèrement. Son regard est devenu glacial. On verra bien ce que tu feras. J'ai déjà promis à maman. Je vais acheter un nouveau matelas et tout le nécessaire pour le bébé. Demain, j'irai au magasin et j'achèterai un petit réfrigérateur pour leur chambre, pour qu'Annette puisse stocker confortablement le lait maternel. Nous paierons avec ton argent d'abord, et je te rembourserai à la fin du mois. Je suis restée silencieuse. Non seulement il voulait occuper l'espace, mais il voulait aussi utiliser mon argent pour paraître généreux. Cette impudence dépassait les limites de ma patience. J'ai soudain réalisé combien de temps j'avais été trop indulgente. Combien j'avais sacrifié pour ce mariage, seulement pour être humiliée et exploitée par l'homme que je considérais comme mon soutien. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Les ronflements de Louis depuis le salon, les marmonnements de Claire, les gémissements d'Annette à cause de son mal de dos, tout cela s'est fondu en une symphonie assourdissante qui me rappelait que ma tranquillité était terminée. J'étais allongée, fixant le plafond, et les larmes coulaient sur mon visage. Que devais-je faire? Capituler et les laisser me tourmenter? Ou me lever et reprendre ma vie en main? Le lendemain matin, je me suis levée volontairement plus tôt pour partir au travail sans rencontrer la famille de mon mari. Mais Claire s'était levée avant moi. Elle était assise dans le salon, la télécommande de la climatisation à la main, appuyant sans cesse sur les boutons. « Catherine, comment fonctionne ce truc? » J'appuie tout le temps, mais il ne fait pas plus froid. Annette a dit qu'elle n'a pas pu dormir la nuit dernière à cause de la chaleur. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran de la télécommande. La température était réglée sur 18 degrés. Claire, 18 degrés, c'est déjà très froid. Si vous baissez encore, la climatisation pourrait tomber en panne et vous pourriez tous attraper froid. Claire a pincé les lèvres. Et alors, si ça tombe en panne? Les riches doivent utiliser leurs affaires au maximum. Oh, encore une chose, si tu vas au marché plus tard, achète beaucoup de bœuf et d'œufs. Annette a besoin de bien se nourrir. Mon petit-fils a besoin de vitamines. Et n'achète pas de plats préparés, ce n'est pas sain. J'ai pris une profonde inspiration pour garder mon calme. Claire, je serai occupée toute la journée au bureau aujourd'hui. Je ferai probablement des heures supplémentaires. Vous et Louis pouvez descendre au supermarché en bas de notre résidence. On y trouve de tout. Je laisserai un peu d'argent sur la table.
À ce moment, Gabriel est sorti de la chambre. En entendant mes paroles, il est intervenu. Toi, va juste travailler. Ne t'inquiète pas. Maman s'occupera de la nourriture. Écoute, je veux aller acheter un réfrigérateur et un matelas pour Annette. S'il te plaît, fais-moi un virement d'environ 500 euros. Oui, j'ai déjà regardé. Il faut en acheter un de bonne qualité pour qu'il dure. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Devant Claire et Louis, j'ai déclaré fermement: Gabriel, je t'ai déjà dit que je n'étais d'accord avec aucun achat, et je le répète une dernière fois. C'est mon appartement. Je ne suis pas d'accord pour qu'Annette y vive longtemps. Claire, vous et Louis pouvez rester quelques jours. Ensuite, je vous prie de rentrer chez vous, ou de trouver une autre solution. Je ne peux pas assumer les soins d'une femme sur le point d'accoucher alors que j'ai énormément de travail. Le silence s'est fait dans la pièce. Claire a bondi. Son visage s'est déformé. Qu'as-tu dit? Tu nous chasses? Quelle femme cruelle tu es? Tu n'as pas de cœur. Gabriel est ton mari. Il a déjà donné son accord. Et tu oses le contredire? Tu es égoïste, juste parce que tu as gagné un peu d'argent, acheté un appartement. Maintenant tu méprises toute la famille de ton mari. Louis s'est également levé et m'a pointé du doigt. Catherine, ne va pas trop loin. Mon frère Gabriel est un homme doux, c'est pour ça que tu lui montes sur la tête. Tu crois que parce que tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux? Les femmes comme toi, qui ne respectent pas les liens du sang, qui n'ont aucune manière, finiront par le payer un jour ou l'autre. Gabriel, au lieu de défendre sa femme, s'est tourné vers moi et m'a hurlé. Catherine, arrête ce ton. Tu blesses maman et Louis. Je n'aurais jamais cru que tu étais si mesquine. Juste pour de l'argent, tu es capable de piétiner les liens familiaux. Es-tu encore ma femme? L'humiliation et le sentiment d'être acculée ont fait trembler mon corps. J'ai regardé ces trois personnes qui s'étaient liguées contre moi et mon faible mari qui avait pris leur parti. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Leurs insultes étaient comme des couteaux qui transperçaient mon amour-propre. Oui, je suis égoïste et je n'ai pas de cœur, ai-je dit. Ma voix tremblait, mais elle était ferme. Mais au moins, je ne vis pas de la pitié des autres, et je ne m'approprie pas le bien d'autrui. Si vous pensez que je n'ai pas de manières, trouvez un endroit où il y a de bonnes manières, et vivez-y. J'ai attrapé mon sac, et je me suis dirigée vers la porte, ignorant les malédictions qui volaient dans mon dos. Les larmes coulaient à flots sur mon visage, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse, mais de la prise de conscience de ce que je devais faire. Je ne pouvais plus vivre comme ça un seul jour de plus. Après le travail, je ne suis pas rentrée chez moi. Je me suis assise seule dans un café tranquille. Les insultes du matin résonnaient encore dans mes oreilles. J'ai repensé à nos 3 années de vie commune avec Gabriel. J'avais toujours essayé d'aplanir les conflits. J'avais fait des concessions pour que la paix règne dans la famille. Je pensais que l'amour pouvait combler les différences de conception de la vie et de milieu social. Mais je m'étais trompée. La famille de Gabriel ne m'avait jamais considérée comme l'une des leurs. Ils ne voyaient en moi qu'un avantage, un outil pour leur propre promotion. Et Gabriel n'avait jamais été un soutien pour moi. Il n'était qu'un grand enfant vivant dans l'ombre de sa mère, plaçant son ego avant le bonheur de sa femme. Cette nuit-là, je suis rentrée très tard. Il semblait que tout le monde dormait déjà. Mais dans le salon flottait l'odeur âcre de la fumée de cigarette de Louis et celle des restes de nourriture non nettoyés. Je suis entrée dans la chambre. Gabriel était couché, le dos tourné vers moi, faisant semblant de dormir. Je ne l'ai pas réveillé. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert le petit coffre-fort dans le coin et j'ai sorti une copie de l'acte de propriété de l'appartement. Le document qui prouvait mon droit de propriété brillait sous la lampe de bureau. Propriétaire, Catherine Varga. Seulement mon nom, sans celui de Gabriel. C'était mon dernier atout. Une idée audacieuse est née dans mon esprit. Je vais vendre l'appartement. Oui. Si je reste ici, ils ne me laisseront jamais en paix. Ils trouveront n'importe quel moyen de s'emparer de cet endroit et de le transformer en bien commun. Si je les chasse, Gabriel fera un scandale. Ma belle-mère se plaindra à tous les parents et voisins que je suis une belle-fille ingrate. La seule façon de mettre fin à cela est de couper complètement le lien. Je vendrai l'appartement, prendrai l'argent et commencerai une nouvelle vie, où ils ne seront pas présents. J'ai commencé à chercher des agents immobiliers de confiance. J'ai également examiné tous les relevés de comptes bancaires et les documents qui prouvaient que l'argent destiné à l'achat de l'appartement provenait entièrement de mes biens propres d'avant le mariage. Je devais me préparer soigneusement, car je savais que la famille de mon mari ne me laisserait pas partir facilement. En regardant Gabriel dormir, j'ai senti mon cœur se glacer. De l'amour d'autrefois, il ne restait que des cendres. Demain, je commencerai mon chemin vers la liberté.
Je ne laisserai plus personne piétiner ma dignité. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de soleil filtraient à travers le rideau, mon plan initial était déjà prêt. Je mettrai secrètement l'appartement en vente. Je chercherai un acheteur sérieux, prêt à une transaction rapide. Je m'occuperai de tout en silence, jusqu'à ce que l'affaire soit conclue. Par sécurité, j'ai installé une petite caméra dans le salon, d'une part pour protéger mes biens, d'autre part pour avoir des preuves, s'ils essayaient de m'en empêcher. Une nouvelle vie m'attendait. Je savais que le chemin serait semé d'embûches et de larmes, mais au moins, je pourrais être moi-même. Je vivrais dans une maison dont je serais la véritable propriétaire, sans avoir à craindre le regard cynique ou les exigences déraisonnables de quiconque. Lundi matin, c'est le cœur lourd que je suis allé au bureau, avec des cernes sombres sous les yeux, après une nuit blanche. Avant même que je puisse allumer mon ordinateur, mon patron, Monsieur Pierre, m'a appelé dans son bureau. C'était un dirigeant strict, mais très perspicace. Il m'a regardé et m'a tendu une tasse de thé chaud. « Catherine, nous avons de gros problèmes avec le fonctionnement de notre succursale de Marseille. Les partenaires commerciaux menacent de résilier le contrat si nous n'envoyons pas un expert compétent sur place cette semaine pour résoudre les problèmes. » J'y ai réfléchi. Dans notre département, seul vous avez les connaissances et le sang-froid nécessaires pour cela. Pourriez-vous vous rendre à Marseille pour environ 2 semaines? Je suis restée silencieuse quelques secondes. 2 semaines. C'était un temps précieux, que le destin lui-même m'offrait pour exécuter mon plan. Si je restais à la maison, sous la surveillance constante de Claire et avec le caractère imprévisible de Gabriel, il aurait été difficile de mener à bien la vente en secret. Mais si je partais en voyage d'affaires, j'aurais les mains complètement libres, et personne ne se douterait de rien. « D'accord, monsieur Pierre, j'accepte. Quand dois-je partir ?» Il a souri, satisfait. Il ne s'attendait visiblement pas à un accord aussi rapide. « Excellent. L'administration s'occupera de votre billet de train et de votre hôtel aujourd'hui même. Votre TGV part demain à 10 heures de la gare de Lyon. Vous pouvez rentrer chez vous pour faire vos bagages. Je confierai temporairement votre travail ici à quelqu'un d'autre. » Je suis sortie du bureau de monsieur Pierre le cœur léger, comme si je m'étais libérée d'un lourd fardeau. J'ai immédiatement appelé René, une amie agent immobilier que j'avais déjà contactée la veille. Je lui ai brièvement expliqué la situation et lui ai dit que je devais vendre l'appartement d'urgence à un prix réaliste. La procédure devait être rapide, car je partais pour un long voyage d'affaires. Renée a été surprise, mais en professionnelle, elle a immédiatement compris la situation. « Catherine, ne t'inquiète pas, l'emplacement de ton appartement est excellent, près du quartier d'affaires du boulevard Haussmann, à un étage intermédiaire, en bon état. L'acheteur sera vite trouvé. Je vais immédiatement dresser une liste de clients prêts à payer comptant. Mais n'oublie pas, tu dois avoir l'acte de propriété original avec toi. » Je lui ai assuré que tous les documents juridiques étaient prêts et dans mon coffre-fort. Le même jour, j'ai demandé l'autorisation de quitter le bureau plus tôt, prétextant la préparation de mon voyage d'affaires. Quand je suis rentrée à la maison, le spectacle qui m'attendait a de nouveau mis ma patience à l'épreuve. Louis était assis au milieu du salon, les pieds sur la table. Il regardait la télé en mangeant des graines de tournesol et en crachant les coques directement sur le tapis. Annette était allongée sur le canapé et se plaignait de la chaleur, bien que la climatisation fonctionnât au plus bas. Éclair régnait dans la cuisine, mais au lieu de cuisiner proprement, elle avait créé un chaos total. Des casseroles et des poêles traînaient partout, et la graisse recouvrait tout le plan de travail en granit que je nettoyais chaque jour. « Oh, Catherine, tu es déjà rentrée !» a levé la tête Claire sans lâcher sa cuillère en bois. « Regarde-moi ça. Ta plaque à induction est très compliquée. Elle chauffe, mais l'eau ne veut pas bouillir. Aujourd'hui, j'ai fait un bœuf bourguignon. Va te changer, et ensuite assieds-toi pour manger. » J'ai traversé le salon sans un mot, et je suis allée dans la chambre pour faire mes bagages. Gabriel est rentré quelques minutes plus tard, et en me voyant ranger mes vêtements dans la valise, il a demandé, surpris. « Où vas-tu? Ce matin, tu t'es disputé avec maman et Louis. Et l'après-midi, tu veux t'enfuir pour me donner une leçon ?» J'ai calmement fermé la fermeture éclair de ma valise, et j'ai regardé mon mari dans les yeux. Mon patron m'envoie en voyage d'affaires à Marseille pour près de 2 semaines pour sauver un projet. Mon train part demain matin. Toi, tu restes ici, et tu t'occupes de ta mère et de tes proches. En entendant parler de voyage d'affaires, Gabriel s'est un peu calmé. Peut-être pensait-il que mon absence apaiserait les esprits, et qu'il serait plus facile de tout gérer seul sans ma résistance. Un voyage d'affaires? Oh, c'est bien. Au moins tu te changeras les idées. Je m'occuperai des choses à la maison. Ne t'inquiète pas.
Mais écoute, puisque tu pars, laisse de l'argent à maman pour les courses. Tu ne peux tout de même pas t'attendre à ce qu'elle paie la nourriture de sa poche. J'ai souri amèrement. Jusqu'au dernier moment, seul l'argent et le service de sa famille l'intéressaient. J'ai sorti 300 € de mon portefeuille et les ai posés sur la coiffeuse. C'est pour les frais de ménage pour les 2 prochaines semaines. Gère-le bien. Cette nuit-là, j'ai dormi le dos tourné à Gabriel, mon téléphone serré dans ma main. J'avais déjà envoyé tous les documents et les photos de l'appartement à René. Le plan d'évasion parfait était en marche. À Marseille, il ferait aussi chaud, mais ce serait certainement plus agréable que l'atmosphère étouffante de ma propre maison. Le lendemain matin, Paris m'a accueilli avec une averse soudaine et violente, mais la chaleur n'a pas diminué. Je me suis levée à 5 heures, j'ai pris une douche et j'ai vérifié une dernière fois les documents. La copie de l'acte de propriété, le contrat de vente original, mon passeport, tout était en sécurité dans une poche cachée de ma valise. À 7 heures du matin, toute la famille de Gabriel dormait encore. Les ronflements de Louis depuis le salon s'intensifiaient par moments. J'ai préparé un thé. Je me suis assise à la table de la cuisine, et j'ai attendu que Gabriel se réveille pour lui parler ouvertement. Il s'est bientôt réveillé au bruit. Les cheveux en bataille, il est sorti de la chambre et m'a vu déjà habillée. Il a bâillé bruyamment. « Tu pars si tôt ? Laisse-moi t'appeler un taxi. » « Ce n'est pas la peine, j'en ai déjà commandé un. Assieds-toi. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Gabriel s'est assis lourdement en face de moi sur la chaise et s'est gratté la tête. « Quelque chose de sérieux ? C'est encore à propos de maman et Louis ? Je te l'ai déjà dit. Pars en voyage, et quand tu reviendras, nous en discuterons. » Je l'ai regardé dans les yeux. Ma voix était étonnamment calme. « Je n'attendrai pas mon retour, Gabriel. J'ai officiellement signé un contrat avec une agence immobilière pour la vente de l'appartement. Pendant que je serai en voyage d'affaires, ils amèneront des acheteurs potentiels pour des visites. J'exige que toi, ta mère et la famille de Louis fassiez vos bagages et trouviez un nouveau logement la semaine prochaine. Quand je reviendrai de Marseille, la transaction sera finalisée et l'appartement appartiendra à quelqu'un d'autre. » Gabriel a semblé être frappé par la foudre. Il a bondi de sa chaise, ses yeux exorbités par le choc. « Qu'as-tu dit ? Tu vends l'appartement ? Tu es folle, Catherine ? C'est notre maison. De quel droit le vends-tu ? Je te le rappelle encore une fois. C'est mon appartement. Un bien propre d'avant le mariage. Tu n'y as pas investi un seul centime. J'ai donc le droit d'en disposer pleinement. Je ne veux plus vivre dans l'humiliation et être rabaissé par ta famille. » Gabriel a commencé à crier. Au bruit, Claire et la famille de Louis se sont réveillés et sont sortis en courant dans le salon. « Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce que c'est que ces cris si tôt le matin ?» a demandé ma belle-mère, inquiète. Gabriel m'a pointé du doigt. Sa voix tremblait de rage. « Maman, regarde cette belle fille que tu as. Elle dit qu'elle a vendu l'appartement. Elle nous met tous à la rue. Et elle part à Marseille s'amuser. Qui sait avec qui. » En entendant cela, Claire est devenue pâle, puis son visage s'est tordu de colère. Elle s'est précipitée vers moi, essayant de me saisir par les épaules, mais j'ai réussi à l'esquiver. « Catherine, comment oses-tu ? Vendre la maison sans demander à ta belle-mère ou à ton mari ? Tu veux te rebeller dans cette maison ?» Je l'ai regardée sans la moindre peur. « Chère Claire, c'est la dernière fois que je vous appelle ainsi, par respect pour le passé. Cette propriété est la mienne. La loi le reconnaît. Je vous ai donné 1 semaine pour déménager à partir du moment où j'ai annoncé la vente. Mais vous êtes délibérément resté. Aujourd'hui, après la signature du contrat, cette maison appartiendra à M. Lambert. Je vous suggère de conserver le peu de dignité qu'il vous reste et de partir en paix. » Louis, le visage rouge de colère, se tenait à côté, prêt à me frapper, mais je tirais déjà ma valise vers la porte. « Gabriel, tous les documents qui prouvent que c'est mon bien propre sont entre mes mains. Tu veux me poursuivre en justice, fais-le. Mais je te suggère d'utiliser ce temps pour chercher un logement pour ta mère et ton frère. » Je suis sortie. Les malédictions de Claire et le bruit du poing de Gabriel frappant la table sont restés derrière moi. En entrant dans l'ascenseur, j'ai senti mon cœur battre la chamade, mais au fond de mon âme, une étrange sensation de satisfaction m'a envahi. C'était ce choc que j'attendais depuis si longtemps pour abattre leur cupidité. Après mon départ, l'appartement parisien s'est transformé en champ de bataille. Grâce à la petite caméra installée dans le salon et connectée à mon téléphone, j'ai observé leur panique. Gabriel était assis par terre, le visage enfoui dans ses mains. Il n'arrivait pas à croire que sa femme, si obéissante et travailleuse, ait pu poser un acte aussi décidé et impitoyable. « Gabriel, tu dois faire quelque chose, » sanglotait Annette. « Si elle vend l'appartement,
Où irons-nous? Je vais bientôt accoucher? Je ne vais quand même pas vivre sous un pont? Louis faisait les 100 pas dans la pièce en marmonnant. Ce n'est pas possible. Quelle loi autorise une femme à vendre l'appartement sans l'accord de son mari? Gabrielle, va voir un avocat ou au tribunal immédiatement. Dis que cet appartement est en litige. Ne la laisse pas le vendre. Elle croit qu'elle peut prendre tout l'argent et s'enfuir. Elle rêve. Gabrielle a obéi à son frère, s'est habillé à la hâte et s'est précipité chez un avocat qu'il connaissait. Il a même emporté l'acte de mariage comme preuve, mais au cabinet de l'avocat, une autre douloureuse surprise l'attendait. L'avocat, après avoir écouté Gabrielle et examiné les informations préliminaires, a secoué la tête. Gabrielle, je dois être honnête. Si votre femme a acheté cet appartement avant le mariage, que seul son nom figure sur l'acte de propriété et qu'elle peut prouver que la somme investie pour l'achat provenait de ses biens propres, alors selon le droit de la famille française, vous n'avez aucun droit sur ce bien. C'est un bien propre. Elle peut le vendre ou le donner à qui elle veut. Vous pourriez éventuellement en réclamer une partie, si vous pouvez prouver que vous avez investi une somme importante dans une grande rénovation pendant le mariage, ou que vous avez payé les mensualités du prêt immobilier. Gabriel a marmonné, confus. Son visage est devenu cendré. Mais je suis son mari. Je travaille aussi. Chaque mois, je lui donnais de l'argent. Avez-vous des preuves de virement ou des documents prouvant que cet argent a été utilisé pour payer les mensualités de l'appartement et non pour les dépenses courantes? A demandé l'avocat. Gabriel est resté muet. Où pourrait-il trouver des preuves? Tout son salaire partait dans les soirées bières avec ses amis, les cadeaux occasionnels pour sa mère et le nouveau téléphone de son frère. Toutes les dépenses liées à l'appartement, y compris le remboursement initial du prêt, avaient été couvertes par moi. Abattu, rempli d'amertume et de peur, il est rentré à la maison. Devant la porte, Claire l'attendait déjà, lui saisissant le bras. « Alors, mon fils, qu'a dit l'avocat? Elle ne peut pas le vendre, n'est-ce pas? » Gabriel a regardé sa mère, les yeux secs. « Elle peut le vendre. Maman, la loi est de son côté. Elle a tout planifié depuis le début. » En entendant cela, Claire s'est effondrée sur le sol, se lamentant. Ses cris résonnaient dans tout le couloir. « Mon Dieu! Pourquoi me punis-tu ainsi? Avoir une telle vipère pour belle-fille. Elle veut tuer toute notre famille. Catherine? Oh, traîtresse! Tu es le diable! Tu n'es même pas humaine! » Gabriel n'a même pas essayé de calmer sa mère. Il est entré dans la chambre et a regardé autour de lui l'appartement de luxe qu'il avait si longtemps considéré fièrement comme le sien. Il s'est avéré que tout cela n'était qu'un beau rêve. Et maintenant, il était expulsé de ce rêve, par la même femme qu'il avait si longtemps méprisée. Son ego était en miettes. À Marseille, j'ai reçu des dizaines d'appels manqués et de messages furieux de Claire. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de faire des captures d'écran en silence comme preuve de harcèlement verbal. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Claire a commencé à me menacer. « Catherine, ne crois pas que si tu te caches là-bas, tout sera fini. Je vais retourner à Lille et raconter à tous tes parents à quel point tu es dépravé. J'irai à ton bureau et je montrerai ton vrai visage à tout le monde. Si tu ne donnes pas l'argent de la vente de l'appartement à Gabriel, n'espère même pas vivre tranquillement à Paris. » J'ai lu ces messages avec un calme glacial. La dernière once de respect que j'avais pour elle s'était évaporée. J'ai appelé le syndic de l'immeuble et le service de sécurité. « Bonjour, je suis la propriétaire de l'appartement 158. Je suis actuellement en voyage d'affaires, mais des personnes occupent illégalement mon appartement et troublent l'ordre. Je vous demande de renforcer la surveillance. Si un incident se produit, ou s'il provoque un scandale avec les voisins, veuillez appeler immédiatement la police. Je leur ai également envoyé une copie de l'acte de propriété par email pour confirmer mon droit de propriété. Le syndic a confirmé ma demande. Ils étaient déjà mécontents car la famille de Claire avait fait du bruit constamment ces derniers jours et laissé les ordures dans le couloir. Lorsque l'agent de sécurité est monté pour les avertir, Claire est devenue encore plus furieuse. Debout au milieu du salon, elle a pointé le plafond en criant « Vous aussi, vous êtes son complice. Elle vous donne de l'argent pour opprimer les personnes âgées. Je suis sa belle-mère. J'ai le droit de vivre ici. On verra bien qui osera me chasser. » Louis, voyant sa mère si déterminée, a également commencé à se déchaîner. Il a même prévu de bloquer la porte de l'ascenseur pour que personne ne puisse monter visiter l'appartement, comme je l'avais promis. Mais il ne savait pas que j'avais autorisé René, mon agent immobilier, à se coordonner avec les agents de sécurité et à amener des clients à des heures précises. Le même jour, René a amené un client potentiel, un homme plus âgé.
Dès qu'ils ont ouvert la porte, Claire se tenait sur le seuil, armée d'une serpillière. « Fichez le camp d'ici. Cette maison n'est pas à vendre. Quiconque entre, je le réduis en bouillie. » Renée, une femme au nerf d'acier, n'a pas sourcillé. Elle a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer la scène. « Madame, je suis la représentante légale de la propriétaire. Vous entravez une transaction civile et violez le droit à la propriété privée. Si vous ne vous écartez pas, j'appelle immédiatement la police et je porte plainte. La propriétaire m'a autorisé à le faire. » Le client, voyant la scène, a secoué la tête avec regret. « Si j'avais su, Renée, acheter un tel appartement ne m'apporterait que des ennuis. Laissez la propriétaire régler d'abord ses affaires avec ses gens, et ensuite seulement, elle pourra le vendre. » Voyant le client partir, Claire a ri bruyamment, pensant qu'elle pouvait ainsi faire échouer la vente. Mais elle ne comprenait pas que cela ne faisait que renforcer ma détermination et me forçait à prendre des mesures encore plus dures. Je ne les considérais plus comme une famille, mais comme des occupants illégaux qui endommageaient délibérément ma propriété. Renée m'a immédiatement signalé l'incident. Je savais qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Heureusement, parmi les acheteurs potentiels, il y avait M. Lambert, un investisseur immobilier expérimenté. Il n'était pas effrayé par les facteurs humains. Pour lui, l'emplacement de l'appartement et son prix étaient attractifs. Renée nous a organisé un appel vidéo. J'étais assise dans ma chambre d'hôtel à Marseille, le visage calme mais le regard déterminé. « Bonjour, Monsieur Lambert. Je suis la propriétaire, Catherine. Je m'excuse pour la scène précédente, pour la vidéo que Renée vous a envoyée. C'est la famille de mon futur ex-mari. Il crée délibérément des tensions parce que j'ai décidé de divorcer et de vendre mon bien propre. Je vous assure que d'un point de vue juridique, l'appartement est parfaitement en règle. » Monsieur Lambert m'a regardé à travers l'écran et a hoché la tête avec compréhension. « Je suis dans le métier depuis longtemps. Les conflits familiaux sont monnaie courante. Votre appartement est très bien. J'accepte de l'acheter. Cependant, étant donné que des étrangers y vivent et y sèment le trouble, je devrais faire face à des coûts et des délais supplémentaires pour les expulser après l'achat. Que diriez-vous de baisser un peu le prix? En compensation de ce risque? » J'ai rapidement réfléchi à la situation. Chaque jour de retard signifiait un jour de plus de torture morale et le risque de voir l'appartement endommagé. Je comprends. J'accepte de baisser le prix de 10 000 €, à condition que vous versiez l'acompte aujourd'hui même et que nous signions le compromis de vente par signature électronique. Nous signerons les documents originaux devant le notaire à mon retour à Paris la semaine prochaine. Nous conclurons la transaction rapidement. Je m'engage à faire expulser ces personnes avec l'aide des autorités et à vous livrer l'appartement complètement vide. Monsieur Lambert a souri, satisfait de ma fermeté. Vous gérez ce problème de manière très professionnelle. Nous sommes d'accord. La réduction de 10 000 € sera suffisante pour couvrir mes futurs frais de nettoyage. Envoyez-moi vos coordonnées bancaires et le projet de contrat. Je virerai l'argent immédiatement. 2 heures plus tard, j'ai reçu la notification bancaire sur mon téléphone. L'acompte de 50 000 € était sur mon compte. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai senti une nouvelle force m'envahir. J'ai immédiatement envoyé la capture d'écran du virement et le compromis de vente signé par M. Lambert dans la conversation de groupe familial où il m'avait maudite sans relâche ces derniers jours. Je vous informe, pour clarifier la situation, que l'appartement est vendu, l'acompte est arrivé. Le contrat stipule clairement que le propriétaire est tenu de livrer l'appartement vide lundi prochain. S'ils sont encore là à ce moment-là, le nouveau propriétaire aura tout à fait le droit de procéder à une expulsion forcée, y compris la coupure de l'électricité et de l'eau, et l'appel à la police. C'est leur dernière chance de partir pacifiquement. Après avoir envoyé ce message, j'ai quitté le groupe et bloqué tous les numéros de la famille de mon mari. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel la nuit animée et lumineuse de Marseille. J'avais fait la moitié du chemin. Maintenant, je devais me concentrer sur le projet pour obtenir ma prime et construire une base solide pour ma vie libre. La famille de Gabriel voulait un drame. Très bien. Je leur montrerai comment se termine la pièce quand ce ne sont plus eux les metteurs en scène. Le fait que je quitte le groupe a été comme une bombe à retardement qui a complètement déconcerté la famille de Gabriel. Pendant la journée à Marseille, je me suis entièrement consacrée au travail à la succursale. Cependant, quand la rumeur m'est parvenue que Gabriel avait commencé à répandre des commérages sur moi, je me suis mise le soir à effacer les vestiges de notre mariage de l'espace virtuel également. Je ne voulais leur laisser aucune faille pour qu'ils inventent des histoires selon lesquelles j'avais quitté mon mari pour un amant ou que j'étais partie avec l'argent. J'ai publié un post public sur mon réseau social. J'y ai joint la copie de l'acte de propriété, où seul mon nom figurait comme propriétaire,
ainsi que les relevés de compte bancaires qui prouvaient que j'avais acheté l'appartement avec mes biens propres d'avant le mariage. J'ai clairement écrit que j'étais en instance de divorce pour différends irréconciliables et à cause de l'ingérence excessive de la famille de mon mari. J'ai également confirmé que j'avais vendu légalement l'appartement au nouveau propriétaire et qu'après le lundi indiqué, toute présence dans les lieux serait considérée comme illégale. La publication a immédiatement suscité des centaines de réactions. Amis, collègues et parents des deux côtés ont commencé à poser des questions. Je n'ai pas répondu à tout le monde personnellement, j'ai juste laissé un commentaire général disant que j'allais bien et que je me concentrais sur mon travail. Cela a mis Claire et Gabriel en fureur, car ils n'avaient plus la possibilité de déformer les faits. Claire avait déjà appelé tous ses voisins à Lille pour leur raconter que j'avais pris l'argent de Gabriel et que j'étais partie à Marseille m'amuser avec mon amant. Mais lorsque les preuves financières irréfutables sont apparues, ces mêmes voisins ont commencé à chuchoter sur la cupidité de ma belle famille. Gabriel m'a écrit un email, car j'avais bloqué tous ses autres moyens de contact. Il a écrit une longue lettre, pleine de reproches et de menaces. Il a écrit que je l'avais humilié, qu'il avait maintenant honte de regarder ses collègues en face. Il a menacé de me poursuivre en justice pour atteinte à la réputation de sa famille. J'ai envoyé une réponse courte, une seule phrase. Si tu continues à me harceler, j'enverrai tous les enregistrements des insultes de ta mère et de ton frère à tes supérieurs, afin qu'ils puissent évaluer la moralité de ta famille. Après cet email, Gabriel s'est tu. Il a réalisé que je n'étais plus la femme obéissante, facile à intimider. Cette rupture ne s'est pas seulement produite sur le papier ou en parole. C'était une libération dans mon esprit. J'ai ressenti un soulagement de ne plus avoir à maintenir la fausse image d'une famille heureuse. Mes vrais amis m'ont écrit des mots de soutien, et je ne me souciais pas des commérages. Les lumières de la nuit marseillaise devant la fenêtre de l'hôtel semblaient me saluer, m'invitant à un nouveau chapitre de ma vie, où je serais la seule maîtresse de mon destin. Le silence de Gabriel ne signifiait pas que sa famille avait abandonné. Alors que j'étais occupée en réunion dans le centre-ville, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt, avec des numéros inconnus. Je savais que c'était la tactique de Louis et d'Annette. Ils utilisaient des cartes SIM prépayées pour contourner le blocage et m'appelaient constamment. Une fois, j'ai décroché, pensant que c'était un client. À l'autre bout du fil, la voix arrogante de Louis a retenti. « Catherine, tu crois que tu peux jouer les durs, vendre un appartement de plusieurs centaines de milliers d'euros, tout empocher et ne pas laisser un centime à mon frère Gabriel et à notre mère? Je te le dis, si tu ne nous verses pas 20 000 euros de dommages et intérêts moraux, et pour le fait que ma mère s'est occupée de toi, je ne te laisserai pas vivre en paix à Paris. Je sais où tu travailles. Je sais où habitent tes parents. Réfléchis bien. » En entendant cela, j'ai souri cyniquement malgré moi devant leur absurdité. S'occuper de moi? Au cours des 3 dernières années, c'est moi qui avais envoyé de l'argent à Claire chaque fois qu'elle était malade. C'est moi qui envoyais des cadeaux à chaque fête. Elle n'était venue à Paris que pour s'asseoir dans une pièce fraîche, donner des ordres et chercher des défauts à sa belle-fille. Et maintenant, ils exigeaient une compensation. « Louis, » ai-je répondu calmement. « J'enregistre cette conversation. Ce que vous venez de dire constitue du chantage et des menaces. Je ne dois rien à votre famille. Bien au contraire. Vous occupez illégalement mon appartement. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour vous occuper de votre femme qui va bientôt accoucher, au lieu de créer des problèmes qui vous mèneront au poste de police, et personne ne s'occupera de votre famille. » J'ai immédiatement raccroché, mais ils n'ont pas arrêté. Annette, ma belle-sœur, qui n'avait l'habitude que de recevoir, s'est jointe à la bataille. Elle a envoyé des messages larmoyants sur le choc que lui avait causé la vente de l'appartement, disant qu'elle avait failli faire une fausse couche. Elle exigeait que je vire de l'argent pour les frais d'hôpital et pour qu'ils achètent un nouvel appartement pour leur famille. Ces messages, déguisés en plaintes, étaient en réalité du chantage et inondaient constamment ma boîte de réception. J'ai décidé de ne plus me taire. J'ai rassemblé tous les messages et les enregistrements des appels menaçants et je les ai envoyés à Simon, un vieil ami avocat spécialisé en droit pénal et civil. Simon a confirmé que ces preuves avaient une valeur énorme si je décidais de porter plainte ou de demander une protection juridique. J'en ai également envoyé une copie à Gabriel, l'avertissant d'arrêter son frère avant que je ne m'adresse officiellement aux autorités. Voyant les preuves irréfutables, Gabriel a eu peur de perdre son emploi et a forcé Louis à cesser ses appels. Mais la haine n'a pas disparu de leurs yeux. Mettant de côté les problèmes avec la famille de mon mari, je me suis complètement plongée dans le travail à Marseille. Le projet que M. Pierre m'avait confié était en effet complexe. Le système de gestion de la succursale de Marseille était chaotique, l'équipe divisée et les partenaires avaient perdu confiance. Les premiers jours,
Je travaillais de 8 à 23 h. Je communiquais directement avec chaque chef de service et rencontrais les clients clés. À cause des horaires irréguliers, je me sentais parfois complètement épuisée. Les repas désordonnés ont fait réapparaître mon ulcère à l'estomac. Et, à cause du stress de la vente de l'appartement, j'ai beaucoup maigri. Cependant, c'est justement la concentration sur le travail qui m'a aidé à oublier la douleur de la trahison. J'ai trouvé de la joie à démêler pas à pas les problèmes du projet. J'ai proposé de nouveaux processus de travail, éliminé les étapes intermédiaires inutiles et garanti personnellement aux partenaires que les délais seraient respectés. Ma détermination et mon professionnalisme ont lentement gagné le respect des employés les plus sceptiques de la succursale. Ils ne voyaient plus en moi une Parisienne venue simplement donner des ordres, mais ont commencé à me traiter avec respect et soutien. Après 10 jours de travail continu, non seulement le projet a été sauvé, mais nous avons également réussi à signer 2 contrats supplémentaires. Les derniers jours, j'étais occupée par la paperasse, la passation des tâches et les préparatifs de mon retour. Le dernier jour de mon voyage d'affaires, le directeur de la succursale de Marseille a organisé un petit dîner d'adieu en mon honneur. Pendant le dîner, M. Pierre a appelé de Paris. Il m'a félicité et m'a annoncé d'excellentes nouvelles. Le conseil d'administration a décidé de vous accorder une prime équivalente à 3 mois de salaire pour vos excellents résultats. De plus, dès votre retour dans la capitale, nous envisagerons votre nomination au poste de chef du département de gestion de projet. Catherine, vous avez fait un travail fantastique, a-t-il dit au téléphone. Je suis fière de vous avoir confié cette tâche. Reposez-vous quelques jours à Marseille, puis revenez. J'ai remercié mon patron, mais mes pensées étaient déjà à Paris. Je devais y retourner pour finaliser la vente de l'appartement et régler le divorce. L'énorme prime et l'argent de la vente de l'appartement constitueraient une base financière solide pour ma nouvelle vie. Debout dans une rue animée de Marseille, j'ai respiré profondément l'air agréable et ensoleillé. Je me sentais plus forte que jamais. Je n'étais plus la femme qui s'affairait dans la cuisine et craignait le regard mécontent de sa belle-mère. J'étais une femme indépendante, avec une carrière, et capable de se défendre. Pendant que je célébrais mon succès, Gabriel à Paris a entamé une nouvelle manœuvre pour tenter de sauver la situation. Sachant que j'avais déjà reçu la compte de M. Lambert, il ne pouvait accepter le fait que plusieurs centaines de milliers d'euros me reviennent. Il s'est rendu au bureau de René, l'agent immobilier que j'avais mandaté pour l'affaire. Selon René, Gabriel était élégamment habillé, mais son comportement était agressif. Il a fait irruption dans le bureau et a exigé à voix haute de parler à la personne responsable de l'appartement du boulevard Haussmann. Quand René l'a reçu, Gabriel a frappé la table et a déclaré « Je suis le mari de Catherine, le mari de la propriétaire de l'appartement. Je vous informe qu'il y a un litige patrimonial entre nous. Catherine vend l'appartement unilatéralement sans mon consentement, ce qui est illégal. Si vous poursuivez cette transaction, je poursuivrai votre agence pour escroquerie. » René, que j'avais prévenu et qui avait préparé tous les documents, n'a pas bronché. Elle a souri poliment, a invité Gabriel à s'asseoir et lui a versé un verre d'eau. « Monsieur Gabriel, nous travaillons strictement sur la base des documents juridiques. Cet appartement est enregistré exclusivement au nom de Catherine Varga et constitue un bien propre acquis avant le mariage, ce qui a été soigneusement vérifié par le notaire. Vous parlez de litige, excusez-moi, mais avez-vous déjà déposé une plainte au tribunal et disposez-vous d'une décision ou d'une ordonnance judiciaire pour la mise sous séquestre du bien? Si vous avez des documents officiels, nous arrêterons immédiatement la transaction. Si, cependant, ce ne sont que des paroles, alors vous portez actuellement atteinte à la réputation de notre agence. » Gabriel est resté muet. D'où pourrait-il obtenir des documents judiciaires alors que je n'avais même pas encore déposé la demande de divorce? Il s'est donc mis à se plaindre, racontant à quel point j'étais ingrate, que j'avais quitté mon mari pour un amant et que je vendais l'appartement pour cacher le patrimoine. Il a même amené avec lui quelques hommes à l'allure suspecte qui se sont présentés comme ses amis. Il se tenait à l'entrée du bureau de René, créant une tension et répandant la rumeur que si M. Lambert achetait cet appartement, il ne pourrait pas y vivre car la maison avait déjà un propriétaire. René m'a immédiatement appelé, ainsi que M. Lambert. En même temps, elle a appelé le service de sécurité de l'immeuble pour faire sortir les fauteurs de troubles. L'action de Gabriel a cependant inquiété M. Lambert. C'était un investisseur. Il n'avait pas peur du côté juridique, mais il ne voulait pas de problème de ce genre, de style gangster. Il m'a appelé, et le doute se lisait dans sa voix. « Madame Catherine, votre mari semble très sérieux. J'achète l'appartement pour investir ou pour le louer, mais si quelqu'un vient constamment semer le trouble, il sera difficile pour moi de travailler.
Je vous prie de régler ce problème définitivement, sinon je devrais reconsidérer notre accord. Je savais que c'était le moment où je devais intervenir personnellement pour renforcer la confiance de l'acheteur. Je ne pouvais pas laisser Gabriel ruiner mon plan final. Le soir même, j'ai proposé un appel vidéo à 3 d'entre moi, M. Lambert et René. Je ne voulais pas perdre une seule minute. Pour convaincre M. Lambert, j'ai préparé un dossier de documents électroniques, y compris les relevés de comptes bancaires des 5 dernières années. Monsieur Lambert, je comprends votre inquiétude, mais je vous prie de regarder ces preuves. Ce sont mes relevés de comptes bancaires, à partir desquels j'ai payé chaque mois le prêt immobilier. Tout l'argent provient de mon compte salaire. Gabriel n'a jamais viré d'argent pour aider au remboursement ou participer à l'achat. D'un point de vue émotionnel, il était mon mari, mais d'un point de vue économique, il est une personne totalement étrangère à cette propriété. J'ai également montré d'autres documents, y compris les messages menaçants et de chantage de sa famille que j'avais rassemblés. Ce qu'il fait maintenant au bureau de René n'est que l'acte désespéré d'un homme cupide. Je peux vous assurer que dès mon retour à Paris lundi matin, nous conclurons l'affaire devant le notaire. J'ai déjà contacté une société de sécurité professionnelle et j'ai porté plainte au commissariat local pour occupation illégale de mon appartement. Je vous livrerai un appartement complètement vide et propre. Si, à l'avenir, un problème de harcèlement survenait, j'assumerai personnellement la responsabilité juridique et j'aiderai à le résoudre. Monsieur Lambert a écouté attentivement. Il hochait la tête de temps en temps en regardant les relevés de compte. Ma transparence et ma fermeté semblaient le rassurer. Madame Catherine, vous avez tout expliqué très clairement. Je crois en ces preuves. Pour être honnête, je suis habituée aux ruses des gens qui n'ont aucun droit mais qui veulent en tirer profit. D'accord, je confirme mon intention d'achat. Nous nous verrons lundi au cabinet du notaire. J'amènerai aussi quelques-uns de mes hommes. On verra bien jusqu'où votre mari osera aller dans le scandale. J'ai poussé un soupir de soulagement. L'appel s'est terminé, et je me suis allongée sur le lit de l'hôtel. Mon corps me faisait mal d'épuisement, mais mon esprit était clair. Je voyais la fin d'une ère de cupidité. Gabriel pensait qu'il pouvait me détruire avec des ruses bon marché, mais il avait oublié que j'avais construit ma carrière et acquis ce patrimoine moi-même. Je ne laisserai personne prendre le fruit de mon dur labeur. Le dernier soir à Marseille, je me suis promenée le long du vieux port. La douce brise était fraîche sur mon visage. J'étais prête pour la confrontation finale au cabinet du notaire lundi matin. Paris attendait mon retour. Pas en tant que femme de Gabriel, mais en tant que personne qui met fin à ses erreurs et commence une nouvelle vie radieuse. Le TGV matinal est entré en gare de Lyon alors que la ville était encore enveloppée de brouillard. Je ne suis pas rentrée chez moi, mais je suis allée directement au cabinet de mon avocat, Simon, pour vérifier une dernière fois tous les documents et déclarations nécessaires. À 9 heures précises, j'étais déjà au cabinet du notaire dans le centre-ville. René et M. Lambert m'attendaient déjà. M. Lambert n'était pas seul. Il était accompagné de 2 hommes grands et musclés, au visage impassible, ce qui a immédiatement donné un poids sérieux à la situation. Dès que je suis entrée, un cri aigu a retenti de la salle d'attente. Claire a bondi, le visage rouge de colère. Derrière elle se tenaient Gabriel, Louis et Annette. Il s'est avéré qu'ils montaient la garde depuis le matin. Ma belle-mère s'est précipitée vers moi, essayant de me saisir par le col, mais les 2 hommes qui accompagnaient M. Lambert se sont rapidement interposés, formant un bouclier humain. « Catherine, tu oses venir ici ?» a crié Claire. Sa voix était étranglée par la rage. « Nous t'avons si bien traité. Et toi, tu es capable de prendre tout le patrimoine de mon fils. Tu vends la maison, et après, où vivrons-nous? Tu veux nous tuer ?» Je n'ai pas vacillé. J'ai sorti le dossier contenant les documents de mon sac et je l'ai regardé dans les yeux. Claire, c'est la dernière fois que je vous appelle ainsi, par respect pour le passé. Cette propriété est la mienne. La loi le reconnaît. Je vous ai donné 1 semaine à partir de l'annonce de la vente pour déménager, mais vous êtes resté délibérément. Après la signature de cet acte, la maison appartiendra à M. Lambert. Je vous suggère de conserver le peu de dignité qu'il vous reste et de partir en paix. Gabriel s'est avancé. Son visage était creusé, ses yeux rouges par manque de sommeil et de chagrin. « Catherine, ne sois pas si cruelle. Je suis ton mari. Nous sommes encore légalement mariés. Si je ne signe pas ce papier, personne ne peut vendre la maison. Le notaire ne le permettra pas. » J'ai souri et je me suis tournée vers le notaire assis derrière la table. « Je vous prie de vérifier les documents. C'est l'acte de propriété original à mon nom, acquis avant le mariage. Et ceci est une déclaration authentifiée par notaire attestant que cette propriété est considérée comme un bien propre sur la base des mouvements d'argent sur mon compte. Selon la loi, j'ai le plein droit d'en disposer sans le consentement de quiconque.
Le notaire, après avoir étudié attentivement les documents originaux, a levé les yeux vers Gabriel et a dit d'un ton professionnel. « Monsieur, d'un point de vue juridique, Madame Catherine Varga est l'unique propriétaire de ce bien qu'elle a acquis avant le mariage. Ces documents sont parfaitement valables pour la réalisation de la transaction. J'invite Madame Catherine et Monsieur Lambert dans la salle pour la signature. » Voyant que les méthodes légales ne fonctionnaient pas, Louis est passé au style gangster, a saisi une chaise avec l'intention de la jeter contre la table et a juré grossièrement. Annette s'est jetée par terre et a commencé à pleurer, se lamentant que sa méchante belle-sœur jetait une femme enceinte à la rue. L'atmosphère est devenue chaotique. Les autres clients se sont reculés, inquiets. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de la police, que j'avais déjà contacté. À peine 10 minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés. Ils ont demandé le maintien de l'ordre et ont prié toutes les personnes non concernées par la transaction de quitter les lieux. « Messieurs les agents, ai-je dit, je suis la propriétaire de l'immeuble, et ces personnes occupent illégalement mon appartement. De plus, elles troublent l'ordre public dans un établissement public et entravent une transaction légale. Je vous demande de dresser un procès-verbal. » En voyant l'uniforme de la police, Louis et Claire se sont immédiatement calmés. Ils n'osaient s'en prendre qu'aux plus faibles. Devant la loi, ils sont immédiatement devenus lâches. Les policiers ont sommé la famille de Gabriel de quitter immédiatement le cabinet du notaire. Ils sont sortis, abattus, mais n'ont pas oublié de me jeter un dernier regard haineux. La transaction entre moi et M. Lambert s'est déroulée rapidement. Le solde du prix de vente a été viré sur mon compte directement au cabinet du notaire. Avec le document portant le sceau bleu en main, je savais que j'étais enfin vraiment libre. Après la vente, j'ai loué un petit appartement pour un séjour temporaire et je me suis préparée pour le divorce. Mais Gabriel n'a pas abandonné. Un soir, en rentrant du travail, je l'ai vu à l'entrée de mon nouvel immeuble. Il n'était plus aussi agressif que chez le notaire. Cette fois, il avait l'air pitoyable, avec des vêtements froissés et une expression coupable. Il m'a vu, s'est approché et a essayé de me prendre la main, mais je me suis reculée. « Catherine, s'il te plaît, parlons une dernière fois. » J'ai vraiment compris. Je l'ai regardé sans rien ressentir. Nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai déposé une demande de divorce unilatérale. Tu n'as qu'à signer les papiers. Gabriel s'est soudainement agenouillé devant moi, en plein milieu du hall bondé. « Catherine, j'ai eu tort. C'est de ma faute. J'ai écouté maman, j'ai écouté Louis, c'est pour ça que je t'ai traité comme ça. Je te promets, si tu reviens, je renverrai immédiatement maman et Louis à Lille. Je couperai les ponts avec eux. Je ne m'occuperai que de notre famille. Tu as vendu l'appartement ? Ce n'est pas grave, garde l'argent. Je ne demande pas un centime. Nous en achèterons un autre, plus petit. Sois juste à mes côtés. Je ne peux pas vivre sans toi. » J'ai baissé les yeux sur l'homme agenouillé à mes pieds et j'ai ressenti du dégoût. Je savais qu'il ne regrettait pas par amour pour moi. Il regrettait d'avoir perdu une mine d'or, une femme indépendante propriétaire d'un bien de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il était conscient qu'après le divorce, il n'aurait plus rien. Sans maison, sans argent, avec une famille sur le dos qui réclame constamment quelque chose. Arrête cette comédie, Gabriel. Si tu m'avais vraiment estimé, tu n'aurais pas laissé ta mère m'humilier pendant des années. Tu n'aurais pas accepté que ton frère prenne ma maison. Tu dis que tu couperas les ponts avec ta mère et ton frère ? Ce sont ta chair et ton sang. Un homme qui, pour de l'argent, est prêt à abandonner si facilement sa famille, m'abandonnerait tout aussi facilement. Voyant que je ne cédais pas, l'expression coupable a disparu de son visage, remplacée par la colère. Il s'est levé, a épousseté ses genoux. Sa voix est devenue venimeuse. « Oh, alors c'est l'argent qui t'importe. Tu te sens millionnaire et maintenant tu me méprises ? Je te le dis, sans moi tu n'es personne, juste une femme divorcée. On verra bien qui voudra d'une femme comme toi. » Je l'ai regardé calmement et j'ai souri légèrement. « Que quelqu'un veuille de moi ou non, ce n'est plus ton affaire. Au moins, je n'aurai pas à entretenir toute ta famille cupide. Maintenant, va-t'en, ou j'appelle la sécurité. » Gabriel a tourné les talons avec colère, partant en marmonnant des jurons. C'était le vrai visage de l'homme que j'avais autrefois appelé mon mari. Égoïste, cupide, prêt à s'humilier pour un simple gain matériel. Je suis montée dans l'ascenseur, sentant que la vente de l'appartement et le divorce avaient été les décisions les plus sages de ma vie. N'ayant pas obtenu d'argent et ne pouvant pas me convaincre de revenir, Gabriel et sa famille ont eu recours à leur dernière ruse, ruiner ma carrière. Ils savaient à quel point j'appréciais mon travail et ma réputation dans l'entreprise. Un matin,
Alors que je dirigeais la réunion hebdomadaire, l'agent de sécurité a fait irruption dans la salle de réunion et a signalé qu'un homme et une femme âgée faisaient un scandale dans le hall, exigeant de rencontrer M. Pierre pour dénoncer ma dépravation. J'ai tout de suite su de qui il s'agissait. Je me suis excusée auprès de mes collègues et je suis descendue avec mon patron. Claire était assise par terre au milieu du hall de l'immense immeuble de bureaux. Elle pleurait bruyamment, m'accusant d'avoir trompé son fils, d'être allée à Marseille m'amuser avec mon amant, puis d'avoir vendu tout le patrimoine de mon mari pour cacher l'argent. Gabriel se tenait à côté d'elle, tenant une liasse de photos où je dînais avec des partenaires commerciaux de Marseille. Les photos avaient été délibérément coupées et sélectionnées pour donner l'impression souhaitée. « Monsieur Pierre, regardez cet excellent employé !» a crié Gabriel à voix haute devant la foule de collègues curieux. Elle m'a trompée. Elle a trompé l'entreprise, utilisant le voyage d'affaires pour ses propres affaires sales. Une telle personne ne mérite pas d'occuper un poste de direction dans votre entreprise. Monsieur Pierre m'a regardé, puis a regardé Gabriel et Claire. Son visage s'est durci. Il n'a pas paniqué. Il a juste fait signe aux agents de sécurité de fermer l'entrée pour éviter les regards indiscrets. « Monsieur Gabriel, je vous ai entendu. Maintenant, je vous demande, à vous et à votre mère, de bien vouloir entrer dans la petite salle de réunion pour que nous puissions parler calmement, sur la base de preuves. Ce n'est pas l'endroit pour des représentations théâtrales. » Dans la salle de réunion, je n'ai pas laissé à Gabriel la chance de parler. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je l'ai connecté au projecteur et j'ai affiché à l'écran toutes les preuves que j'avais préparées. Les enregistrements des insultes de Claire, les messages de chantage de Louis, et surtout, toutes les factures et relevés de comptes bancaires qui prouvaient que l'appartement avait été acheté avec mon argent. J'ai également montré le rapport de police sur leur scandale au cabinet du notaire. Cher Monsieur Pierre, chers collègues, ai-je dit clairement, voici la vérité sur la prétendue infidélité et la dissimulation de patrimoine. Sur les photos que Gabriel tient dans ses mains, je dîne avec le directeur de la succursale de Marseille et les représentants des partenaires. Vous pouvez vérifier ma position, et voici ce que j'ai dû endurer de cette famille au cours des 3 dernières années. Monsieur Pierre, après avoir tout regardé, a frappé la table de la paume de sa main et a regardé Gabriel avec dégoût. « Gabriel, j'aurais aimé préserver votre réputation, mais vous avez dépassé toutes les limites. Ce que vous faites n'est pas seulement de la diffamation, mais une atteinte à l'honneur et à la dignité d'autrui. Je charge notre service juridique de préparer les documents et d'aider Catherine à vous poursuivre en justice pour diffamation si vous ne quittez pas immédiatement le bâtiment. J'enverrai également une lettre officielle à votre employeur pour signaler votre comportement immoral. » Voyant la fermeté de mon patron, Claire a commencé à trembler. Elle a essayé de s'éclipser, mais Gabriel, dans une dernière tentative désespérée, s'est précipité vers l'ordinateur portable pour s'en emparer. Les agents de sécurité ont réagi à temps, l'ont maîtrisé et les ont tous deux escortés hors du bâtiment. Cet incident, loin de me nuire, a rendu les collègues encore plus sympathiques et compréhensifs à ma situation. Monsieur Pierre m'a même accordé 3 jours de congé supplémentaires pour régler définitivement mes affaires familiales. Le jour du divorce, il pleuvait à verse à Paris. Je suis arrivée au tribunal avec mon avocat, Simon. Gabriel et sa famille étaient là aussi, avec la même expression hostile, mais plus aussi agressive qu'après l'incident au travail. Au tribunal, Gabriel a encore tenté de négocier quelque chose, exigeant le partage de l'argent de la vente de l'appartement. Il a affirmé que pendant notre vie commune, il avait contribué à la fois moralement et partiellement financièrement au ménage. Par conséquent, l'argent de la vente devait être considéré comme un bien commun, ou du moins il devait recevoir une compensation. Simon a brillamment réduit ses arguments en miettes. Il a fourni la preuve que Gabriel n'avait pas investi un seul centime dans le remboursement du prêt immobilier. De plus, Simon a présenté les reçus qui prouvaient que c'était moi qui avais aidé financièrement sa famille à Lille. « Monsieur le juge, » a dit Simon, « cet appartement est un bien propre personnel acquis par Madame Catherine Varga avant le mariage. Pendant le mariage, non seulement Monsieur Gabriel n'a rien apporté, mais il a également créé une pression psychologique insupportable qui a rendu nécessaire la vente du bien pour sa propre protection. Le fait de la violence morale et de l'occupation illégale de l'appartement par sa famille est consigné dans un procès-verbal de police. Par conséquent, la demande de partage de biens de Gabriel est totalement infondée. Après avoir examiné tous les documents et écouté les 2 parties, le tribunal a rendu son jugement final. La totalité du produit de la vente de l'appartement est restée ma propriété exclusive et légale. La demande de divorce a été acceptée. La question de la garde des enfants ne s'est pas posée, car nous n'en avions pas. Lorsque le juge a lu le verdict, j'ai eu l'impression de renaître. Gabriel était assis sur le banc des accusés, le visage cendré,
la tête baissée. En sortant de la salle d'audience, Claire a de nouveau essayé de m'attaquer en m'insultant, mais cette fois, je l'ai simplement regardée dans les yeux et j'ai dit « Tout est fini. À partir d'aujourd'hui, nous sommes des étrangers. Si vous essayez encore de me déranger, j'utiliserai cette décision de justice et les preuves de diffamation pour porter l'affaire de Gabriel au pénal. Gardez le peu d'argent qu'il vous reste et occupez-vous de votre petit enfant qui va bientôt naître. » Claire est restée pétrifiée. Pour la première fois, j'ai vu une réelle peur sur son visage. Louis et Annette, qui se tenaient à côté d'elle, n'ont pas osé dire un mot. Gabriel marchait abattu derrière sa mère, ressemblant à un perdant pathétique. Je suis sortie du palais de justice, le jugement à la main. Sous la pluie fine, l'air semblait frais et pur. Le dernier lien était rompu. 6 mois après le divorce. J'étais sur le balcon d'un nouvel appartement confortable et lumineux dans l'un des quartiers verdoyants de Paris, sur la rive gauche. Cet appartement n'appartient qu'à moi. Plus de disputes, plus d'odeurs de fumée de cigarettes étouffantes, plus de regards cyniques. Après avoir vendu l'ancien appartement et reçu l'énorme prime, j'ai acheté cette maison, et il me restait encore une somme importante sur mon compte bancaire que je pouvais consacrer à moi-même. Ma carrière est en pleine ascension, en tant que chef du département de gestion de projet. Je suis occupée, mais heureuse. Je passe mes week-ends à faire du yoga, à apprendre une nouvelle langue étrangère et à rendre visite à mes parents. Mes parents peuvent maintenant regarder avec un sourire fier leur fille devenir forte et réussie. De la famille de Gabriel, j'entends parfois des nouvelles éparses par des connaissances communes. Après avoir été chassés, ils sont tous retournés à Lille les mains vides. Gabriel a reçu un blâme à son travail à cause du scandale lié à sa vie privée. Sa carrière a stagné. Avec son petit salaire, il a maintenant du mal à entretenir sa mère vieillissante et son frère paresseux avec sa famille. Selon les rumeurs, dans leur appartement loué et exigu, les disputes entre la belle-mère et la belle-fille sont constantes. Annette, après avoir accouché, est devenue irritable à cause du manque d'argent et blâme constamment Gabriel et Claire d'avoir bêtement laissé filer l'appartement parisien de plusieurs centaines de milliers d'euros. Louis est resté le même. Paresseux, alcoolique, et ne semant que le trouble. Gabriel a vieilli de 10 ans, il soupire constamment et regrette le passé. Mais il est trop tard. Je ne me réjouis pas de leur souffrance, je ressens seulement un soulagement. Dans la vie, la loi du karma fonctionne toujours. On récolte ce que l'on sème. J'ai appris une leçon précieuse sur l'importance de s'aimer soi-même et de faire confiance aux bonnes personnes. Ce soir, je dîne avec René et Simon pour les remercier de leur soutien dans les moments les plus difficiles. En me regardant dans le miroir, je vois une femme rayonnante et confiante, les yeux pleins d'espoir. J'ai tenu bon dans la tempête, et maintenant il est temps de profiter de mon propre soleil. Ma nouvelle vie a vraiment commencé. Mon horizon est maintenant vaste et aussi clair qu'un ciel paisible. La vie n'est peu, être pas juste, mais chacun a le droit de choisir comment avancer. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous aimez les histoires de famille sur la vie, le destin et les relations humaines, veuillez vous abonner à la chaîne pour continuer à nous suivre.